Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier le bureau du collège pour m'avoir associé à cette journée, à cette bonne journée de sexologie. Donc, et j'ai eu l'honneur d'ouvrir le bal et de vous parler du premier maillon de la chaîne ou de la réponse sexuelle qui est le désir. Et donc, on va parler du trouble du désir chez l'homme. Et donc, d'emblée, j'ai eu l'idée, je me suis posé la question, est-ce que au milieu de tout ce bazar que vit le citoyen tunisien ou un peu partout dans le monde, avec des factures à payer, avec des dettes à payer, avec tout cet encombrement, le taxi collectif et toute ces éléments qui rendent la vie très difficile. Est-ce que c'est pas normal d'avoir une baisse du désir? Est-ce que c'est vraiment un problème pathologique ou c'est un élément ou un phénomène qui est purement physiologique? Et donc, je me rappelle d'un extrait de ce film donc, qui m'a inspiré, qui dit que quelques pensées pour cette journée de Saint-Valentin 2004. Aujourd'hui est une fête qui est inventée par des fabricants de cartes de vœux pour payer, pour faire flipper les gens. Donc, je me suis posé la question, est-ce que le trouble du désir ou ce problème du désir, ce n'est pas vraiment un élément ou une pathologie qui a été inventée par les industries pharmaceutiques et qui a été véhiculée afin de promouvoir ou de vendre ce qu'on appelle la baisse de la libido ou les traitements de la libido. Et donc, qui de mieux pour pouvoir répondre à cette question? Est-ce que c'est un problème physiologique ou un problème qui est pathologique? Alors, ceux qui peuvent répondre, c'est les maîtres du jeu. Et les maîtres du jeu, c'est Masters et Johnson, ceux qui ont créé ou mis en place les éléments ou les bases de la sexologie dans le monde. Et donc, le désir, pour commencer, c'est le désir sexuel. Il est défini par plusieurs éléments. Notamment, c'est une pulsion qui est psychobiologique. C'est la recherche de l'accession à un objet de plaisir. C'est une motivation instinctive définie par une tension appétentielle envers le plaisir conscient et mémorisé. Et donc, ce couple de sexologues qui ont instauré les règles de la sexologie, donc ils ont mis en place et ils ont expliqué comment se déroule la réponse sexuelle. Alors, la réponse sexuelle se déroule selon ce modèle. Donc, selon ce modèle que vous voyez, donc c'est un modèle qui est linéaire, qui commence par l'excitation avec une phase de plateau qui va suivre, avec un orgasme, avec une résolution. Et donc, c'est un modèle que vous voyez qui est connu et qui traduit comment est réalisée la réponse sexuelle. Sauf que ces deux maîtres de la sexologie, ils ont étudié tout ça sur des gens qui sont très motivés et avec un désir très important. Donc, ce qui veut dire que le désir n'a pas été vraiment étudié chez ces patients et on a omis de parler du désir comme si tout le monde avait du désir. Et donc, petit à petit, il y a des recherches qui ont été faites et il y a certains qui ont commencé à chercher comment expliquer la réponse sexuelle et on est arrivé à ce modèle en deux stades. Un modèle où il y a ce qu'on appelle un désir, mais qui est précédé par une stimulation subliminale qui est préalable au désir. Et donc, vous voyez qu'au début, il y a ce qu'on appelle un stimulus subliminal, donc c'est-à-dire un petit flash ou une image ou un petit stimulus qu'on ne ressent pas, qui va être véhiculé de façon inconsciente, qui va passer à travers des éléments biologiques, psychologiques, et qui va aboutir au désir, qui va alarmer le patient et lui dire, voilà, il y a un stimulus de façon inconsciente, et c'est là que le désir va être exprimé. Donc, ce modèle explique que pour arriver à la réponse sexuelle et au rapport sexuel, avant le désir, il faut qu'il y ait une excitation qui est préalable. Et donc, les hypothèses émises, c'est que, voilà, c'est que la relation n'est pas vraiment linéaire entre le désir et l'excitation, c'est qu'il y a une possibilité d'excitation qui précède le désir, un effet inhibiteur des pensées non érotiques, et quand on pense à autre chose, on se perd un peu et on oublie et on perd le désir. Et enfin, ça explique que le désir, il est sous contrôle biologique et psychologique. Et donc, si c'est sous contrôle biologique et psychologique, donc ça peut être sujet à des pathologies ou à un dysfonctionnement. Et donc, la baisse du désir, c'est un problème pathologique qui est expliqué, qui est répertorié dans le registre des maladies psychiatriques et bien expliqué et bien défini par la DSM-5. Donc, c'est une diminution, une absence de fantasmes et de désir d'activité sexuelle. Donc, il pourrait être considéré comme trouble
il doit absolument être à l'origine d'une souffrance ou de difficultés interpersonnelles et il ne doit pas être expliqué par un autre trouble mental, un effet de médicament, de drogue ou une autre condition médicale. Donc la définition, elle est claire, c'est un élément qui est pathologique, qui doit donner une souffrance non expliquée par autre chose. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui? Alors on en parle parce que c'est un problème qui est extrêmement fréquent. On pense que ce n'est pas fréquent, c'est rare, mais c'est extrêmement fréquent. Donc, une étude multicentrique qui a inclus plusieurs pays anglo-saxons, 13 000 patients, vous voyez que 12 à 28% des patients ont déjà exprimé une baisse du désir de façon plus ou moins périodique. Jusqu'à 4% ont exprimé de façon fréquente. Alors, une étude australienne, près de 5 000 patients. Alors là, les chiffres sont plus alarmants. En Australie, on penserait que la vie serait plus favorable à un désir, à une activité érotique et sexuelle plus développée. Alors, quand on regarde les chiffres, on regarde qu'il y a près de 25% chez les patients de 40, chez les gens de 40 à 49 ans qui ont une baisse du désir, et ça commence à diminuer avec l'âge, mais quand même, c'est des chiffres qui sont très importants pour un symptôme ou une pathologie qui s'appelle la baisse du désir. Alors, une étude américaine, pareil, donc il y a des chiffres qui sont de 15, de 17 et 18% de baisse du désir. Pareil pour l'étude européenne avec des chiffres de 30% de baisse du désir. Donc, un peu partout dans le monde, le désir pose un problème et c'est vraiment un problème qui est pathologique et qui est fréquent. C'est un problème qui est souvent négligé et c'est un problème qui entraîne une véritable souffrance. Et donc, c'est important d'y penser, c'est important de rechercher et c'est important de le prendre en charge. Alors, on commence tout d'abord par le diagnostic positif. Donc, prendre en charge une pathologie, c'est la diagnostiquer, c'est la préciser, les caractéristiques et c'est la traiter. Alors, pour faire le diagnostic positif, il faut les éléments dont on a parlé tout à l'heure dans la DSM-5. Donc, il faut cette altération et cette absence de fantasmes et de pensées érotiques. Il faut la détresse interpersonnelle et la détresse et la souffrance au sein du couple et non expliquée par une autre pathologie. Donc, si c'est oui, alors on appelle ça un désir sexuel hypoactif. Si c'est non, il n'y a pas de désir sexuel hypoactif et c'est juste une baisse du désir qui est occasionnelle. Alors, il y a des questionnaires, si on veut rentrer un peu dans ce que font les psychiatres et les sexologues. Donc, il y a des questionnaires qui peuvent être utilisés. Alors, il y a une panoplie de questionnaires qu'on peut utiliser. Et sur le plan pratique, il faut vraiment une longue consultation de sexologie. C'est important de voir tous les aspects, mais on peut retenir que le score IIEF qu'on connaît pour la dysfonction érectile, c'est un score qui est assez détaillé, qui est assez lent. Et il y a deux questions qui sont précises et qui sont spécifiques pour le trouble du désir. C'est la question 11 et 12. Et c'est facile de poser la question et d'avoir la réponse à cette question. Alors, une fois on a fait le diagnostic positif, la DSM-5, la baisse du désir, donc ce qu'il faut faire, c'est spécifier et caractériser ce trouble du désir. Et pour caractériser, on va poser plusieurs questions. Alors, la première question, est-ce que c'est une baisse qui est acquise ou primaire? Est-ce que le patient n'a jamais éprouvé du désir ou c'est un patient qui a déjà éprouvé du désir, mais récemment, ça commence à disparaître, à partir et ça commence à être de moins en moins explicite. La deuxième question, est-ce que c'est une baisse du désir qui est globale, c'est-à-dire dans toutes les situations, avec tous les partenaires, ou c'est une baisse du désir qui est situationnelle, qui est vraiment avec quelques partenaires et quelques situations particulières. Et enfin, est-ce qu'elle est permanente ou circonstancielle? Et là, vous avez compris que si c'est circonstanciel, si c'est expliqué par autre chose, ça sort de la définition de la baisse du désir. Alors, on a dit dans la définition que c'est une baisse du désir, mais c'est un mot qui est très général, qui est très vague. Alors, il y a certains qui se sont amusés à chercher vraiment qu'est-ce qui est touché par le désir et quel désir est en manque. Et on a essayé de chercher qu'est-ce qui est désiré dans le rapport ou dans la prise en charge ou dans le couple. Alors, ce qui est désiré, ça peut être l'intimité, ça peut être le plaisir de l'orgasme, ça peut être avoir confiance en soi, ça peut être se sentir désiré, ça peut être juste avoir une excitation sans plus. Donc, il y a plusieurs éléments du désir et c'est important de préciser si il y a un des éléments qui est touché, si c'est vraiment global ou si c'est vraiment une baisse du désir qui est juste générale. Alors, on a fait le diagnostic positif, on a spécifié le trouble du désir. Maintenant, il faut chercher une étiologie. Donc, on a un patient devant nous, donc on va essayer de réfléchir un peu comment arriver au diagnostic, comment essayer de trouver vraiment la cause de cette baisse du désir. Donc, c'est important d'avoir une idée et une hiérarchie de prise en charge, d'examen complémentaire pour essayer d'avancer. Alors,
Forcément, on va commencer par l'interrogatoire. Alors, l'interrogatoire, c'est pas un interrogatoire d'un patient qui a une hypertrophie bénigne de la prostate ou qui a une lithiase. C'est un interrogatoire qui est plus vaste, plus général et plus détaillé, qui va inclure les aspects psychologiques, sexologiques du patient, mais aussi toutes les drogues qu'il prend, toutes les pathologies qu'il a. On va faire un examen physique qui est général et tout ça pour essayer d'éliminer les différents facteurs ou les différentes causes de troubles du désir chez l'homme. Alors, on va commencer par les facteurs toxiques. Il y a plusieurs traitements qui baissent le désir, à savoir la prise de drogue. Alors, le cannabis, c'est bien connu, ça baisse le désir. Alors, l'alcool à forte dose, ça baisse le désir. La prise de psychotropes, surtout les antidépresseurs, c'est bien prouvé par plusieurs études. Les antihypertenseurs, alors c'est des traitements banaux qu'on prend tous les jours, mais certains sont responsables du baisse du désir, comme les thiazidiques et la spironolactone. Les antiacides sont aussi responsables du baisse du désir. Donc, c'est important de préciser tout ça parce que d'emblée, si on va trouver un traitement qui est à la cause de tout ça, donc on va éliminer la définition et on va dire que c'est une baisse du désir qui n'est pas pathologique, qui est expliquée par un traitement. Et donc, il suffit d'arrêter ou de changer le traitement pour avoir une meilleure évolution de ce problème sexuel. Alors, il y a les facteurs psychologiques. Alors, il y a les facteurs de la personnalité, les facteurs non pathologiques comme certains profils de personnalité particuliers qui sont plus fréquemment retrouvés chez les patients qui ont une baisse du désir. Il y a aussi des antécédents psychologiques qui sont ancrés depuis la naissance, notamment les relations précoces avec la mère, un problème d'attachement avec la mère et donc ce qui fait qu'on retrouve toujours l'image de la mère et une difficulté à avancer, à aller vers l'avant, et une difficulté à, comme c'est expliqué ici, la peur de l'érotisation et de l'agressivité. Parce que pour avoir un rapport sexuel, pour arriver à un rapport et pour désirer, il faut être agressif, il faut franchir le pas, il faut demander, il faut utiliser des termes particuliers. Et donc, il y a certains patients qui ont cette peur par leur personnalité, par leur psychologique, ils ont cette peur d'accéder à cette agressivité et de se lancer et de se lâcher pour pouvoir juste exprimer le désir. Et donc, il y a aussi en même temps les affections psychiatriques proprement dites, les troubles du désir comme les troubles de l'humeur comme l'état dépressif majeur, les troubles de l'anxiété. Et donc, là, vous avez compris aussi que si c'est le trouble du désir qui est expliqué par un phénomène ou par une pathologie psychiatrique qui est bien connue, ça sort de la définition de la DSM-5. Alors, il y a d'autres éléments qui font partie de la vie de tous les jours. Alors, c'est démontré que l'anxiété, ça baisse du désir. La colère, ça baisse le désir encore plus que l'anxiété. Alors, il y a les gens qui se sentent un peu déprimés, pas forcément dans le cadre d'un état dépressif majeur, mais c'est des gens qui se sentent de mauvaise humeur ou de façon chronique, ils ont un peu une humeur qui n'est pas très éveillée. Donc, c'est des gens qui peuvent avoir une baisse du désir. Les gens qui sont anxieux sont forcément rentrés dans la définition du trouble anxieux. Donc, c'est des gens qui peuvent avoir un trouble du désir. Et il y a aussi d'autres éléments, si on commence à creuser, on va trouver d'autres éléments comme le manque de pensée érotique, le désir d'avoir un bébé. Parfois, quand on se concentre à avoir un bébé, quand on n'a pas de bébé, on oublie un peu et on perd le désir. Il y a des facteurs sexologiques. Alors, il y a plusieurs éléments, notamment les troubles d'identité et les orientations sexuelles. Il y a les expériences sexuelles négatives, une imaginaire érotique pauvre. Il y a des gens, quand on leur pose des questions, quand on approfondit, on voit que c'est des gens qui n'ont jamais vraiment éprouvé de fantasmes, qui n'ont jamais éprouvé de pensée érotique, et des gens qui vivent tranquillement sans avoir le besoin ou la nécessité de chercher à changer, à avoir des pensées un peu différentes. Et surtout, il faut chercher les autres dysfonctions sexuelles, notamment la dysfonction érectile et les troubles de l'éjaculation, parce que c'est très bien démontré que dans toutes les dysfonctions sexuelles, que ce soit masculine mais aussi chez la partenaire, il y a une baisse du désir. Et vous pouvez voir les chiffres, la dysfonction érectile s'accompagne dans 45% des cas de baisse du désir. Les troubles d'éjaculation dans 26% de baisse du désir. Même les troubles chez la femme, quand elle a une dyspareunie, quand elle a un vaginisme, quand elle a plusieurs problèmes, on peut avoir une baisse du désir chez l'homme. Donc c'est important de voir tout ça, de chercher également les facteurs relationnels, des facteurs sociaux notamment, et c'est démontré qu'il y a des éléments qui ne sont pas très évidents, mais qui sont responsables d'une baisse du désir. Alors, c'est démontré que quand on vit dans un milieu rural ou un milieu urbain, c'est différent. C'est mieux quand on vit dans un milieu rural. On a la nature, on n'a pas le stress, on n'a pas
plusieurs trucs à payer, donc on est mieux et on a un meilleur désir. Alors, les gens qui n'ont pas de travail, les gens qui ont un revenu qui est faible, donc c'est démontré par des études que ça donne une baisse du désir. Donc c'est important, quand on prend en charge un patient, on va poser toutes les questions sur le déroulement de la vie antérieure, sur le déroulement de son enfance, sur la progression et sa puberté, et également sur sa vie actuelle, ce qu'il travaille, combien il est payé et tout ça. Donc, et enfin, il faut chercher les situations médicales. Alors, il y a des situations médicales très banales qui peuvent s'accompagner d'une baisse du désir, notamment les affections urologiques classiques, d'hypertrophie de la prostate ou cancer de la prostate, et les troubles endocriniens. Toutes les maladies endocriniennes presque donnent une baisse du désir. Il y a des maladies infectieuses. Et en gros, si on veut essayer de résumer et faciliter et ne pas vous embêter avec toutes ces listes de causes, on va dire que toute maladie qui va entraîner une douleur chronique ou une fatigue. Alors tout patient qui va souffrir d'autre chose, d'un cancer, va avoir une baisse du désir. Alors il y a une question qui est fréquente et qui est de plus en plus posée. Alors l'effet de la pornographie, l'effet de la masturbation, alors est-ce que c'est associé à une baisse du désir? Alors, il y a beaucoup d'études qui sont récentes. J'ai vu des centaines d'études qui ont été faites actuellement. Et le résultat final, c'est qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre pornographie, masturbation et baisse du désir. Donc, je vous rassure. Donc en fin de compte, chez le patient qui a une baisse du désir, donc on a fait un interrogatoire qui est minutieux. Donc, un interrogatoire qui va prendre plusieurs minutes pour chercher tous les facteurs. On a fait un examen. Et donc, on a essayé de chercher un petit peu les facteurs psycho, sexo, socio, relationnels. Donc, parce que c'est très compliqué. Mais si on ne trouve absolument rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire, c'est penser s'il n'y a pas une cause organique. Et il y a des causes organiques de baisse du désir. Alors, quelles sont ces causes? Quels sont les examens complémentaires qu'il faut faire? Alors, il n'y a pas vraiment de suspense, je pense que vous avez tous une idée, donc on va parler surtout d'hypogonadisme. Donc l'hypogonadisme ou déficit en testostérone, c'est l'absence ou la diminution de la production de testostérone par les testicules. Ça, c'est la définition. Alors, tout le monde en parle, mais sur le plan pratique, est-ce qu'il y a vraiment une relation entre l'hypogonadisme et la baisse du désir? Est-ce que le fait d'avoir une baisse de la fonction et de la production de testostérone s'accompagne forcément d'une baisse du désir? C'est ça la principale question à laquelle on doit poser. Et donc là, on va essayer sur quelques hypothèses de répondre à cette question. Donc, première hypothèse, vous vous rappelez de l'étude australienne, avec la baisse du désir qui va augmenter avec l'âge. Donc, plus l'âge avance, plus le désir diminue. D'autres études qui ont rejoint l'étude australienne pour dire que plus le patient vieillit, plus le désir diminue. Alors, la deuxième hypothèse, c'est qu'on a essayé de prendre cette expérience avec des patients qui sont normaux et on leur a injecté ou donné une substance, sorte de castration, donc des analogues ou des antagonistes de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors, on a vu qu'il y a une baisse des scores du désir. Vous voyez la courbe, je ne sais pas si le curseur marche ou pas, voilà. Vous voyez la courbe ici, donc la courbe avec une baisse du désir. Et dès qu'on a donné un traitement, une substitution par les androgènes, vous voyez que le désir a repris et les scores et la fréquence des rapports a également augmenté. Donc une autre étude montre que chez des patients actuellement hypogonadiques qui ont une baisse de la testostéronémie, chez ces patients on leur a donné de la testostérone et vous voyez que rapidement on est arrivé à un plaisir qui est optimal. Donc, la substitution androgénique rétablit le désir en cas d'hypogonadisme. Donc ça, c'est la deuxième hypothèse. Et la troisième hypothèse, il n'y a pas mieux que de montrer l'anatomie et montrer des preuves concrètes de l'efficacité du traitement androgénique. Alors, cette étude a essayé de voir par des examens de PET scan comment l'activation des zones responsables du désir. Alors, les zones responsables du désir, c'est surtout au niveau du cortex orbitofrontal. Et donc, quand on a vu chez des sujets normaux, alors, quand on a vu chez des gens normaux, vous voyez que la figure qui est en haut, vous voyez que c'est très allumé, ça prend l'isotope, donc c'est bien activé chez des patients normaux. Chez des gens qui sont pas normaux, qui sont une baisse, qui ont un hypogonadisme non traité, vous voyez que ça s'éteint, et dès qu'on reprend le traitement dans la troisième figure, il y a des zones qui commencent à reprendre de la couleur. Donc, concrètement, réellement, on peut conclure que c'est pas un mythe, c'est une réalité. Il y a une réelle relation entre désir et hypogonadisme. Alors, on a fait le diagnostic positif de baisse du désir. Maintenant, il faut faire le diagnostic positif d'hypogonadisme. Alors, comment faire le diagnostic positif? 1, il faut chercher les signes d'hypogonadisme, et 2, le confirmer. Alors, chercher les signes d'hypogonadisme, c'est pas sorcier, c'est simple.
Il faut juste savoir que la testostérone agit sur tous les organes et tous les tissus du corps. Donc vous voyez cette image, tout est touché par la testostérone, tout est amélioré par la testostérone. Et donc forcément, si on a une baisse de la testostérone, on va avoir des troubles, plusieurs, à type de troubles sexuels, une gynécomastie, une diminution de la fréquence de rageage et de la pilosité, mais surtout une diminution de l'énergie, de la motivation, des performances physiques, une diminution du pouvoir de réfléchir, de penser, une diminution de toutes les capacités du corps. Donc c'est important de penser devant un patient qui est juste fatigué, qui est juste asthénique, qui n'a plus vraiment envie de s'ouvrir à la vie. Donc il faut juste penser à un hypogonadisme. Alors comment le confirmer? C'est simple, c'est un test de laboratoire, c'est la mesure et le dosage de la testostéronémie totale qui doit être répété en cas d'anomalie pour vérifier. Alors il faut le faire entre 7h et 11h du matin parce que vous voyez que la testostérone dans le sang, elle suit un rythme circadien où elle est meilleure le matin. Alors maintenant, question qu'on doit se poser, alors est-ce qu'il faut doser la testostéronémie totale seule ou doser aussi la testostérone libre? Alors, juste pour vous expliquer que la testostérone libre, c'est contrairement à la testostérone qui est liée à des protéines. Et les protéines qui sont dans le sang, c'est ce qu'on appelle la SHBG, qui est la Sex Hormone Binding Globulin. Donc c'est une protéine qui va lier et faire le tour de la testostérone dans le sang et elle va la libérer pour agir au niveau des tissus. Donc pour avoir vraiment la testostérone qui est active, c'est la testostérone qui est libre. Alors c'est démontré qu'il y a plusieurs situations très banales qui augmentent ou qui diminuent cette protéine de transport de la testostérone. Et elle va perturber sa biodisponibilité, et donc elle va changer l'action de la testostérone. Et quand on va faire le dosage de la testostéronémie totale, on va avoir de fausses interprétations. Alors c'est des situations tellement banales qu'une obésité qui est modérée, qui est fréquente actuellement en Tunisie. Alors tellement banale qu'un simple diabète ou d'une dysthyroïdie ou d'un vieillissement. Donc sur le plan pratique, je pense qu'il faut toujours faire la testostérone libre parce que, surtout chez le sujet âgé, c'est vraiment fréquent d'avoir des modifications de cette protéine dans le sang. Alors, si on veut s'amuser à connaître toutes les causes d'hypogonadisme, on a fait le diagnostic positif par le dosage de la testostérone. Maintenant, il faut chercher les causes. Alors, on peut s'aider pour chercher les causes par le dosage des gonadotrophines. Et les gonadotrophines, la LH et la FSH, vont nous préciser si c'est un hypogonadisme qui est primaire, c'est-à-dire d'origine testiculaire, ou secondaire, c'est-à-dire d'origine autre, notamment hypothalamo-hypophysaire. Donc vous avez une liste non exhaustive de toutes les étiologies de l'hypogonadisme, mais on va insister surtout sur celle de l'extrême droite, qui est l'hypogonadisme lié à l'âge qu'on va traiter tout à l'heure. Alors, vous avez compris qu'il y a une différence entre l'hypogonadisme chez le sujet âgé et le sujet jeune. Et on va voir comment est cette différence. Déjà, l'hypogonadisme chez le sujet jeune, il répond à ce qu'on appelle un modèle à seuil. Un modèle à seuil, c'est-à-dire qu'il y a un seuil qui se situe généralement entre 2,3 et 3 nanogrammes par millilitre. Et à partir de ce seuil, s'il baisse, donc les patients commencent à sentir les symptômes, notamment la baisse du désir, mais aussi tous les symptômes de l'hypogonadisme. Alors, c'est démontré qu'au-dessous de 2 nanogrammes par millilitre, tous les patients vont avoir une baisse du désir. Entre 2 et 4,5, 50% des patients vont avoir une baisse du désir. Donc c'est important d'avoir une idée sur ce seuil, qui est généralement entre 2 et 3. Et chez les sujets jeunes, vous allez voir que dès qu'on optimise le traitement, dès qu'on dépasse le seuil, on va avoir ce qu'on appelle une réponse qui est optimale. Donc seuil dépassé, désir optimal. Donc on n'a pas besoin encore de donner d'autres doses. Il suffit de dépasser ce petit seuil que le patient connaît lui-même et pour avoir vraiment une réponse maximale sans plus. Voilà. Donc, en même temps, on a parlé de l'hypogonadisme chez le sujet jeune, il y a aussi l'hypogonadisme chez le sujet âgé. Alors, ça s'appelle le déficit androgénique lié à l'âge, ou andropause. Alors, ça a une définition. Donc, c'est un syndrome clinique et biologique associé à un âge avancé qui est caractérisé par des symptômes typiques et une baisse du taux de testostérone. Alors, ça va occasionner une altération de la qualité de vie. Forcément, pour parler de pathologie, il faut que ça ait une souffrance et ça ait un retentissement sur la qualité de vie. Mais la définition, elle est claire. Il faut un tableau clinique et il faut une confirmation biologique. Donc ça, c'est sûr pour le déficit androgénique lié à l'âge. Alors, cliniquement, on ne va pas revenir là-dessus. C'est tous ces symptômes qu'on a vus et toute cette altération de tous les tissus et tous les viscères du corps, mais aussi
une confirmation biologique. Alors, si vous me posez la question, alors quel est le taux normal de testostérone? Est-ce qu'on a une idée sur le taux normal de testostérone au-dessous duquel on va dire c'est un hypogonadisme et qu'on va retenir? Alors, la réponse est non. Il n'y a pas vraiment de valeur de testostéronémie normale, validée universellement. Alors, quand on va voir plusieurs études, plusieurs consensus, plusieurs sociétés savantes, et chacun donne un cutoff de testostéronémie qui est différent. Donc, il y a quand même un accord général. Il n'y a pas vraiment de recommandation, mais c'est un accord général sur le fait qu'au-dessus de 12 nanomoles ou de 3,46 nanogrammes par millilitre, on n'a pas le droit de donner un traitement substitutif. Au-dessous de 8 nanomoles ou de 2,3 nanogrammes par millilitre, on a le droit de donner un traitement substitutif. Entre les deux, c'est au cas par cas. Donc déjà, au-dessus de 12 nanomoles par litre et au-dessus de 3,46 nanogrammes par millilitre, on est sûr que le patient va très bien et qu'on ne pense même pas à un hypogonadisme. Alors, il y a les recommandations des sociétés savantes et la recommandation de l'EAU qui est récente, qui a été actualisée en 2022. Alors, elles sont claires. On retrouve ce taux de 12 nanomoles par litre. Et donc, si c'est inférieur à 12 nanomoles, il faut le confirmer. Si c'est supérieur à 12 nanomoles, ce n'est pas un hypogonadisme. Mais si c'est inférieur à 12 nanomoles et que il y a une baisse de la testostéronémie libre, là aussi, il faut reconfirmer parce que ça peut être, comme on a dit, une mauvaise interprétation de la testostéronémie totale parce que la ASHBG, la protéine de transport, elle est en excès ou en défaut. Alors, chez le sujet âgé, c'est différent. Donc, chez le sujet jeune, on indique que c'est un modèle de seuil. Au-delà de ce seuil, on va avoir une réponse maximale. Chez le sujet âgé, vous avez vu la courbe, c'est une courbe qui n'est pas une courbe de seuil, c'est une courbe qui est avec une progression progressive ou une augmentation, une baisse qui n'est pas vraiment franche. Donc, ce qu'on déduit de cette courbe, c'est que chez le sujet âgé, on peut avoir un désir conservé dans 50% des cas des patients, malgré qu'ils ont une testostérone qui est basse. Donc, on peut avoir une testostérone basse. Donc, vous pouvez voir ici, je ne sais pas si le pointeur... Alors, la première partie de la courbe, vous voyez la première partie de la courbe. Donc, c'est la courbe où la testostérone elle est basse. Et vous voyez qu'il n'y a pas de 100% de baisse du désir. Vous voyez qu'il y a 50-60% de baisse du désir, malgré une testostéronémie qui est vraiment très faible. Et de même, chez les patients qui ont une testostéronémie normale, la courbe n'est pas à 100%. La courbe, elle est dans les 25% chez le sujet âgé. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas vraiment de corrélation exacte chez le sujet âgé entre le dosage de la testostérone, les taux et la baisse du désir. Et ça dépend de plusieurs autres facteurs qu'on va voir. Alors, pour comparer un peu, pour fixer un petit peu les idées, on a cette belle courbe et ce beau schéma qui montre que chez le sujet jeune, c'est un modèle qui est avec un seuil. Dès qu'on dépasse le seuil, on a la réponse qui est maximale. Chez le sujet âgé, c'est un modèle où ça ne répond pas au seuil et il faut, dès qu'on augmente la testostéronémie, on a une meilleure réponse et un meilleur désir. Alors, on va revenir à l'hypogonadisme, donc trouble du désir. On a cherché les facteurs psychosociaux, relationnels qui sont là ou qui ne sont pas là. On a cherché les problèmes organiques et on a trouvé un hypogonadisme. Alors, est-ce qu'on va s'arrêter ou on ne va pas s'arrêter? Si jamais on ne retrouve pas d'hypogonadisme, si jamais on ne retrouve pas de facteurs psychologiques ou facteurs relationnels qui expliquent tout ça, alors ce qu'il faut faire, c'est chercher une hyperprolactinémie et chercher aussi des dystéroïdies. Alors ça, c'est les recommandations des sociétés savantes. Il faut absolument faire un examen physique, après un interrogatoire minutieux. Il faut faire le dosage de la testostéronémie totale, plus ou moins la fraction libre. Il faut faire le dosage de la prolactine. Il faut faire le dosage des hormones thyroïdiennes. Ça, c'est à retenir pour la prise en charge et les examens complémentaires à demander devant tout trouble du désir. Alors, il y a d'autres hormones qui pourraient interférer. Alors, est-ce qu'il faut demander d'autres hormones ou pas, notamment la DHT, qui est la forme superactive de la testostérone, la dihydrotestostérone, est-ce qu'il faut la demander ou pas? Il y a aussi les œstrogènes, parce qu'on sait que les œstrogènes ont une action antagoniste par rapport à la testostérone. Il y a aussi la DHEA et toutes les hormones surrénaliennes qui peuvent être touchées, et on sait que l'altération de certaines hormones surrénaliennes peuvent entraîner une baisse du désir. Et bien la réponse est non, il ne faut faire aucun de ces examens complémentaires, il faut se limiter à la testostéronémie, à la prolactinémie et aux hormones thyroïdiennes.
Alors, la baisse du désir, on a fait le diagnostic. Maintenant, quel est le traitement? Le traitement, alors, il va être très varié. On peut faire de la psychiatrie, on peut faire de la sexologie, on peut faire un traitement médical par les endocrinos, on peut tout faire. Alors, sur le plan pratique, on va essayer de voir cet algorithme qui va essayer un peu de fixer les idées et de savoir comment on va s'organiser et comment on va réfléchir devant une baisse du désir. Alors, première question, si c'est une baisse du désir qui est primaire, ça veut dire que ça a toujours été là, ou global avec toutes les situations, tous les partenaires, et c'est un vrai problème. Alors là, il faut chercher bien sûr les causes psychologiques, mais là, il faut faire les explorations médicales, notamment endocriniennes, et chercher les maladies chroniques qu'on a vues tout à l'heure, comme le diabète, ou toutes les pathologies qui peuvent accompagner d'une baisse du désir. Alors, si c'est un problème qui est plutôt secondaire ou situationnel, alors dans ce cas, il faut chercher obligatoirement les autres troubles sexuels, notamment les troubles de l'érection et les troubles de l'orgasme, et il faut faire une évaluation psychologique complète qui est à adresser le patient à un sexologue ou un psychiatre qui est capable de chercher une dépression ou chercher un trouble anxieux majeur ou chercher tout autre trouble. Alors enfin, si c'est une diminution du désir dans le couple, alors c'est simple, s'il y a des conflits dans le couple, là c'est facile, il faut faire des thérapies de couple. Si c'est dans le couple, c'est bon, il n'y a pas de problème, mais malgré ça, il y a une baisse du désir dans le couple. Alors là, il faut vraiment adresser à un sexologue ou un psychiatre pour essayer de mieux chercher les causes. Alors on va revenir aux première situation, c'est-à-dire l'hypogonadisme primaire, la baisse du désir primaire ou global. Alors, si on va faire un bilan médical, s'il est positif, alors c'est simple, il faut traiter. Si c'est négatif, il faut revenir en sexologie, en facteurs qui entourent la réponse sexuelle et chercher la réponse. Voilà, si c'est négatif, donc il ne faut pas hésiter à associer une prise en charge psychiatrique, mais aussi psychosexologique. Alors, c'est important toute cette sexothérapie, cette prise en charge sexologique, parce que c'est démontré que dans l'autre sens, l'effet du désir sur la testostérone. Et vous pouvez voir que on a tenté cette expérience, on a mis chez des patients un film érotique qui était en train de passer, et on a montré que la LH et la testostérone, les taux montaient lors de la visualisation de ce film. Donc on a compris que le désir, il est activateur même sur la testostérone. Donc on peut avoir une amélioration de la testostérone rien qu'avec le désir. Et donc, c'est montré également que chez des patients qui ont une dysfonction érectile, quand on a donné des inhibiteurs de la 5-phosphodiestérase, quand on a repris une bonne fonction d'érection, on a aussi amélioré les taux de testostérone. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une relation qui est intriquée entre, dans le sens ou dans l'autre, mais désir et testostérone, c'est vraiment une relation qui est très étroite, où la testostérone améliore le désir, mais aussi le désir va aussi améliorer la testostérone. Ça, c'est ce qu'il faut connaître. Maintenant, on a essayé de régler les problèmes sexologique, on a tout fait. Maintenant, la question et la difficulté, surtout, c'est la place du traitement androgénique. Quand est-ce qu'il faut le donner? Comment il faut le donner? Quand est-ce qu'on ne s'arrête pas à conseiller le patient ou à faire juste un entretien psychologique? Alors, je vais revenir à ces deux études qu'on a vues tout à l'heure. Et c'est clair que quand on donne le traitement, c'est efficace. Donc, la substitution androgénique rétablit le désir en cas d'hypogonadisme. Tout ça pour dire qu'en cas de gonadisme, en cas de taux de testostéronémie normale, il n'y a pas d'efficacité. Donc, il ne faut pas tenter de donner de la testostérone. C'est des gens qui sont normaux, qui n'ont pas d'hypogonadisme, qui ont un taux de testostérone qui est normal. Et vous voyez les études, au-dessous de 7 nanomoles par millilitre, vous voyez que la courbe en haut, donc vous voyez qu'il y a vraiment un impact du désir, et au-dessus de 12 nanomoles, c'est vraiment comme des sujets contrôle. Pareil, l'effet des androgènes sur le désir baisse avec l'élévation du taux de testostérone. Plus le taux de testostérone est important, plus l'impact du traitement n'est pas vraiment réel. Et donc, à retenir que pas d'efficacité du traitement et pas d'indication de ce traitement en cas de gonadisme. Alors, quelles sont les règles de prescription de la testostérone? Alors, tout d'abord, comme tout traitement, il faut respecter les indications. Et les indications, donc, je vais juste faire un petit clin d'histoire. Alors, juste entre 2000 et 2011, on a remarqué que le dosage et la prescription de la testo s'est multiplié par 4. Et quand on a vu un peu par les pays, aux États-Unis et au Canada, alors il y avait une flambée, une augmentation importante de la prescription de testostérone, et notamment une explosion de vente, beaucoup de pubs dans la rue, dans les télés, pour le traitement par la testostérone, sauf que le marché européen est resté stable. Donc quand on a un peu creusé, on a trouvé que
un tiers des patients qui ont été traités aux États-Unis avaient un taux de testostérone qui est normal. Donc, il n'y avait pas d'hypogonadisme. Donc là, on a compris qu'il ne faut jamais traiter les sujets qui ont un taux de testostérone qui est normal. Et ça, c'est la FDA, qui est l'Agence de sécurité des traitements et des médicaments aux États-Unis, qui a sorti ses indications et ses recommandations. Alors, ça donne beaucoup d'effets indésirables et ne pas traiter qu'en cas d'anomalie biologique ou clinique. Alors, les recommandations de l'EAU concernant la prescription de testostérone, alors elles sont claires, comme on vient de dire. Il ne faut donner que chez les patients hypogonadiques confirmés cliniquement et biologiquement, ne pas utiliser chez les patients qui ont une fonction qui est normale. Le but, c'est augmenter le dose de testostérone pour rétablir le désir et il ne faut pas utiliser la testostérone pour améliorer les performances chez des patients eugonadiques, des performances corporelles, physiques ou autres. Alors, on a respecté les indications, maintenant il faut respecter aussi les contre-indications. On ne peut pas donner un traitement sans voir les contre-indications. Alors, les contre-indications sont bien répertoriées dans les recommandations de l'EAU. Alors, le cancer de la prostate, le cancer du sein, mais le cancer de la prostate, là on mentionne, c'est le cancer de la prostate localement avancé métastatique. Et surtout, la principale contre-indication, c'est chez le jeune en cas de désir de fertilité, parce que quand on donne la testostérone, ça va bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire, et donc on ne va plus avoir de LH et de testostérone qui est endogène, mais surtout, c'est l'hématocrite qui est la principale contre-indication de ce traitement. Quand elle est supérieure à 54, c'est interdit de donner le traitement. Alors, juste quelques explications pour le cancer de la prostate et le PSA. C'est sujet de beaucoup de débats actuels. Est-ce qu'on donne ou pas de la testostérone chez un monsieur qui a une baisse du désir, mais qui a un cancer de la prostate qui est en même temps? Alors ça, c'est la principale question. Alors, les articles ou les publications françaises disent qu'il y a eu une méta-analyse, il y a eu des revues de la littérature pour dire qu'il n'y a aucune preuve que le traitement par la testostérone aggrave le risque de cancer de la prostate ou d'hyperplasie bénigne de la prostate. Alors, il recommande de faire un TR et un dosage du PSA, et il ne faut pas aller jusqu'à faire des biopsies avant de donner un traitement par testostérone. Alors, les recommandations d'autres méta-analyses montrent qu'il n'y a pas vraiment de preuve de l'aggravation d'une maladie déjà présente, et ce, d'autant plus que le PSA est bas et que la maladie n'est pas avancée. Et donc, ils mettent même des recommandations. On peut traiter chez les patients qui ont glycone inférieur strictement à 7, chez les patients qui ont PSA inférieur à 15 et qui n'ont pas de maladie avancée. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas vraiment la relation entre testostérone, contre-indication par rapport au cancer de la prostate, ce n'est pas vraiment très clair. Et donc, si on a un patient qui a un cancer de la prostate et chez qui on veut réfléchir, et on veut savoir si on peut donner ou pas un traitement par la testostérone, il faut absolument que ce soit dans le cadre d'une décision multidisciplinaire. Il faut informer le patient du manque de preuves et manque de données d'innocuité et surtout avoir un consentement qui est signé. Alors, en dehors du cancer de la prostate, ce qu'il faut chercher aussi, c'est les pathologies cardiovasculaires. Et il y a toute une série de recommandations que vous pouvez consulter. Il faut chercher les facteurs de risque, il faut faire une évaluation, essayer de traiter ces problèmes cardiovasculaires et pas de testostérone chez le sujet à risque. Donc ça, c'est clair pour les recommandations. Alors, on a vu les indications, on a vu les contre-indications. Maintenant, il faut choisir la bonne molécule, la bonne voie d'administration. Alors, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'études qui ont comparé, fait des face-à-face entre les différentes molécules de testostérone, mais il faut informer les patients des bénéfices et des risques de chaque présentation. Alors, il y a la testostérone indécanoate, donc la forme orale, donc qui n'est plus recommandée actuellement, du fait d'une absorption qui est très imprévisible parce qu'elle est altérée par les lipides qu'on va ingérer en même temps. Alors, il y a les formes injectables de testostérone à libération prolongée. Le problème, c'est que ça donne des concentrations plasmatiques très fluctuantes et ça dérange les patients. Et ça donne aussi une polyglobulie importante. Et je vous rappelle que c'est une contre-indication quand on a un taux d'hématocrite au-delà de 54%. Il y a les patchs de testostérone qui donnent des réactions cutanées parfois. Et il y a aussi les implants qui sont parfois difficiles à mettre parce que les patients ont une hantise de pouvoir avoir une injection et c'est une pose qui est un peu invasive. Donc, les formes vraiment les plus utilisées et les plus faciles à gérer, c'est la testostérone injectable à action prolongée et les gels de testostérone. Alors, c'est efficace, ça donne une bonne sécurité et surtout avec les gels, l'intérêt, c'est une action qui est rapide et c'est pouvoir arrêter immédiatement quand on a un effet indésirable. On ne va pas attendre l'effet pendant 3 à 4 semaines de la forme à libération prolongée pour avoir un arrêt de l'effet. Donc, dès qu'on arrête la pose du gel, on va avoir un arrêt de l'effet. Donc, c'est surtout pour les sujets à risque et les sujets âgés.
Alors en Tunisie, on a quelques testostérones qui sont disponibles. J'essaie de faire un petit peu l'enquête. Et donc actuellement, on avait le Testex qui était un peu commercialisé et l'Androtardil qui est la testostérone énanthate par voie intramusculaire à action prolongée. Donc actuellement, elle est de retour dans le marché. Donc actuellement, la prescription se fait par cette molécule une fois tous les 3 semaines ou tous les 4 semaines. Donc on peut donner un traitement d'action prolongée pour l'hypogonadisme seulement. Alors, si on se dit que la testostérone est disponible en Tunisie, si on se dit que la testostérone a donné ses preuves sur toutes les fonctions du corps, sur le fonctionnement cognitif, sur le fonctionnement musculaire, n'importe où, alors la question, pourquoi ne pas faire un dépistage de masse? Pourquoi on n'essaie pas de prendre tous les messieurs qui viennent à la consultation d'urologie de plus de 50 ans et de prescrire la testostérone à tout le monde? C'est une idée qui peut nous passer à l'esprit. Alors la réponse est non, donc les recommandations sont claires, il ne faut pas dépister, il faut chercher vraiment et faire le dosage seulement chez les patients qui ont des signes cliniques d'hypogonadisme. Donc jamais de dépistage de masse. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des effets indésirables. On a commencé à parler des contre-indications, mais il y a des effets indésirables très importants et très graves, notamment cardiovasculaires, la polyglobulie, des problèmes respiratoires qui imposent d'arrêter le traitement. Alors, il y a certaines précautions à prendre. C'est toute une série d'éléments cliniques à chercher, mais aussi d'éléments de laboratoire et d'autres éléments complémentaires à faire obligatoirement avant un traitement et au cours du traitement par la testostérone. Alors, pas de dépistage de masse, pourquoi? Parce qu'aussi on a compris qu'il y a un problème d'observance. Et donc, ça arrive, un arrêt du traitement, dans plus de 18% des cas, dans plusieurs études, les patients arrêtent le traitement. Pourquoi ils arrêtent? Parce qu'ils ne sont pas bien avisés, ils ne sont pas bien cortiqués pour pouvoir finir le traitement et être vraiment... donc il y a vraiment un problème d'observance, surtout chez les sujets qui ne sont pas bien préparés. Donc c'est ça la principale conclusion de ces problèmes d'observance, c'est qu'il faut vraiment sélectionner les bons patients, et les préparer et donner vraiment un traitement à celui qui sera observant, à celui qui va suivre le schéma de surveillance qui est un peu astreignant. Donc c'est important de vraiment bien sélectionner les cas avant de commencer à traiter. Et on revient toujours à la case de départ. Chez les eugonadiques, chez les patients qui ont un taux de testostéronémique qui est normal, il y a vraiment une morphose d'observance qui est significativement plus importante que chez les patients qui ont un trouble, qui ont un hypogonadisme. Alors, on a parlé beaucoup en long et en large de la baisse du désir. Donc, il y a le désir anormalement diminué, donc on vient de détailler. Il y a le désir dévié. Je vais aller un peu plus vite. Il y a la sexualité. Et donc, la sexualité, c'est l'absence d'attraction totale sexuelle. Donc, c'est une entité particulière avec des gens qui sont regroupés en réseau et en petites communautés. Et c'est un peu répandu dans le monde. C'est des gens qui se proclament asexuels. Il y a aussi l'hypersexualité ou le désir sexuel hyperactif. Il faut chercher souvent une prise de traitement parce qu'il y a les antiparkinsoniens dopaminergiques qui sont en cause, mais aussi le trouble bipolaire qui peut être à l'origine d'une hypersexualité. Et le lithium, il est efficace. Alors, c'est démontré aussi qu'il y a des atteintes cérébrales qui peuvent être à l'origine d'une hypersexualité. Et on a expliqué tout à l'heure que le système nerveux central a un effet inhibiteur sur la réponse sexuelle. Donc, dès qu'il y a une levée d'inhibition, on va avoir une hypersexualité. Et donc, en gros, vous avez compris que quand on parle de trouble du désir chez l'homme, on parle de faiblesse du désir ou de désir hypoactif. Alors, on en voit un peu partout dans les affiches, dans les chansons, un peu partout entre nous, et on a toujours tendance à banaliser ce trouble. On le voit à la consultation. C'est des gens qui le glissent comme ça, mais on ne va pas vraiment tenir compte, sauf que c'est une véritable maladie qu'il faut vraiment traiter. Alors, le traitement, c'est en deuxième lieu, c'est un traitement médical. C'est chercher l'hypogonadisme et le traiter, mais en premier lieu, c'est un traitement qui est basé sur la sexothérapie, sur la stimulation, sur la prise en charge psychiatrique du patient. Et donc la prise en charge va essayer de un peu raviver la flamme qui s'est éteinte avec le temps et reprendre un petit peu de chaleur et augmenter un petit peu de chaleur. Et donc vous avez compris que c'est une question de température, de chaleur qui manque chez ce patient. Pourtant, je vais finir par cette étude qui est une expérience qui a été essayée sur des gens qui ont plusieurs types de dysfonctions sexuelles. Alors, on a démontré que quand on a essayé de voir le désir et essayé de voir l'excitation mentale, alors vous voyez que le désir, les patients qui ont un trouble du désir ont une courbe qui n'est pas très importante.
Par contre, on a essayé de mesurer la température génitale chez ces patients, et vous voyez la courbe en bas. Donc les patients qui ont un trouble du désir ont la même température génitale et ont une augmentation de la température génitale par rapport aux patients qui ont une dysfonction érectile ou autre trouble. Donc tout ça, c'est pour vous dire que c'est des gens qui ont déjà la chaleur, qui ont déjà une température qui s'élève au niveau des organes génitaux. C'est des gens qui ne sont pas très loin de la réponse optimale, ce sont des gens qui ne sont pas très loin d'une relation sexuelle qui est normale. Donc il faut juste un petit coup de pouce de notre part et essayer un petit peu d'aider ces patients pour faire le pas, pour sauter et accéder à l'autre, pour reprendre le désir, reprendre une qualité de vie et des fantasmes un peu variés. Et c'est à vous, il faut les dépister et c'est à vous de jouer. Voilà, je vous remercie.